Alors, nous sommes enchantés de recevoir la Société d'émulation du Bourbonnais comme cela se fait régulièrement. Voilà. Particulièrement heureuse aujourd'hui de recevoir Antoine Decor à cette occasion, donc pour cette conférence sur Émile Guillaumin, qu'on connaît peut-être plus comme écrivain, un peu moins comme journaliste, donc voilà, c'est une excellente occasion de mieux le connaître. J'en profite aussi pour vous dire, avant que je l'oublie, que donc, bien sûr Antoine Decor, mais ça je vous dirai peut-être un peu plus, a publié donc, un livre voilà, issu de sa thèse, qui vous sera proposé à la vente à l'issue de la conférence. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle vous avez la table avec la petite chaise. Donc Antoine Decor sera à votre disposition à l'issue de la conférence si vous souhaitez prendre un peu de temps avec lui et en profiter également. Voilà, pour découvrir de plus près son livre. Eh bien, merci à la médiathèque de nous accueillir régulièrement ici, à peu près 2 ou 3 fois par an en fait, donc dans notre cycle de conférences qui est extrêmement fourni. On en parlera tout à l'heure avec notre vice-président. On a donc des dates jusqu'à fin 2023, donc vous aurez le choix des sujets. Elle se passe ici bien sûr à la médiathèque, mais également au musée Anne de Beaujeu. Si on en aura une prochaine, on en dira un petit mot tout à l'heure, pas très loin d'ici, à l'auditorium de la salle des fêtes. En attendant, donc aujourd'hui, on va recevoir donc un spécialiste d'Émile Guillaumin, c'est un professeur de français, si je ne me trompe pas, et également le président de l'association des amis d'Émile Guillaumin. Avant de commencer, je vous donne, comme par tradition à la Société d'émulation, les nouvelles admissions. On en a une ce mois-ci, donc Geneviève Lefebvre, qui habite Saulcé, qui est donc retraitée, cadre de santé, et elle est parrainée donc par Laurence de Gardel et Olivier de Gardel. Voilà, donc une nouvelle admission. N'hésitez pas donc à venir vers nous pour visiter notre bibliothèque qui est très fournie, 27 000 ouvrages au total, 93 rue de Paris, ouvert toutes les semaines, le mercredi, entre 14h et 18h. Je vais laisser la parole à Antoine Decor, le président donc de l'association des amis d'Émile Guillaumin, qui va nous parler effectivement du personnage Émile Guillaumin qu'on connaît tous, mais peut-être pas forcément, comme le disait tout à l'heure Madame la directrice, sous l'angle journalistique. Ça m'intéresse particulièrement parce que c'est un métier que je pratique. Voilà, je lui laisse la parole, on se retrouve tout à l'heure pour des questions, n'hésitez pas, et il vous présentera bien entendu son ouvrage. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, on m'a donné un micro, donc je vais parler dedans. Donc je remercie d'abord... C'est bon. Je remercie d'abord évidemment la Société d'émulation de me proposer de présenter ce travail. Je suis très heureux de le présenter. Je l'ai présenté à plusieurs reprises il y a un certain nombre d'années, mais ça fait longtemps que je n'ai pas refait de conférence au sujet d'Émile Guillaumin. Donc je suis très content de présenter ce travail qui en plus maintenant est terminé. Donc voilà, c'est aussi une façon de boucler cette boucle commencée il y a très longtemps, quand j'ai commencé à travailler sur Émile Guillaumin, il y a une bonne douzaine d'années. Et puis je remercie évidemment la médiathèque de nous accueillir. On travaille beaucoup avec la médiathèque de Moulins, donc c'est toujours un plaisir de venir présenter aussi ce travail dans ce lieu. Donc effectivement, je vais commencer d'abord par présenter un petit peu la démarche qui m'a mené autour d'Émile Guillaumin. Donc effectivement, je suis moi aussi originaire de l'Allier, je viens de Cône-d'Allier. Ma famille est originaire de Tonneuil, Sérény, donc on n'est pas très loin d'Ygrande. Ma propre famille a connu Émile Guillaumin. Et quand j'ai fait mes études de lettres, j'avais envie de travailler sur le patrimoine et aussi autour d'Émile Guillaumin. La question d'Émile Guillaumin, journaliste, s'est imposée assez rapidement avec Jean Guillaumin à l'époque, donc le fils d'Émile Guillaumin, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur ces textes-là. Parce que finalement, cette part de l'œuvre d'Émile Guillaumin, elle était totalement inconnue, jamais étudiée, jamais vraiment explorée, jamais lue non plus. Et pourtant, c'est une œuvre qui est tout à fait intéressante et tout à fait étonnante. Et unique parce que finalement, on connaît Émile Guillaumin romancier, on connaît l'Émile Guillaumin syndicaliste, on connaît l'idéologue, comme on disait à l'époque, celui qui défend des idées, un idéal. Mais journaliste, on l'avait oublié, et
on aurait tendance à le résumer probablement à quelque chose de très local, quelque chose de marginal dans sa vie, et pourtant c'est ce qu'il a occupé pendant 50 ans. Donc évidemment, c'est un aspect qui est tout à fait intéressant. Il y a eu des travaux autour d'Émile Guillaumin, mais c'était surtout des travaux biographiques, et puis encore aujourd'hui, on vient nous voir pour travailler sur le syndicalisme, sur le pacifisme récemment, mais sur le journalisme, le journalisme était quelque chose de totalement inexploré. Effectivement, Émile Guillaumin, c'est aussi un personnage qu'on connaît, même si je vais revenir un petit peu sur son parcours, parce que ça va nous permettre de comprendre aussi cette position tout à fait particulière dans le journalisme. Mais finalement, il est devenu dans l'Allier un peu une icône, et l'icône a pris le pas sur le personnage réel. Je démarre souvent par cette citation de Pierre Pizon, du docteur Pierre Pizon, qui a écrit un petit livre sur Émile Guillaumin en 87, et qui disait « La réputation du disparu n'a cessé de grandir, alors que, par un singulier paradoxe, des images déforment son ombre et son œuvre. Des anecdotes se conjuguent pour lui donner une forme irréelle. » Et effectivement, je trouve que cette citation est relativement bien vue, parce que le sage d'Igrande qui trône sur la place d'Igrande, c'est une vraie statue du commandeur bourbonnaise, et on en fait, et finalement, ça nous éloigne de sa pensée qui est très complexe, très riche et très intéressante. Et cet aspect journalistique, justement, permet de rentrer totalement à l'intérieur de cette pensée. Donc effectivement, ce travail, c'est un travail de thèse de doctorat. Donc j'ai passé quelques années, du coup, à lire tous ces textes d'Émile Guillaumin. 1500 articles, je vais expliquer tout à l'heure, à les compiler, à en éditer une partie dans un travail universitaire et à en faire une grande présentation, donc, qui a été transformée en livre, donc en ce livre, voilà, qui est paru cette année. Donc c'est aussi l'occasion de présenter ce travail-là qui est, pareil, jusque-là relativement peu connu. Alors, je vais commencer par présenter Émile Guillaumin, parce qu'on est quand même là pour ça aussi, alors même si on connaît bien le personnage, mais finalement, c'est pareil, on en a une vision parfois un peu idyllique et, comment dire, un peu une représentation très imagée, et puis voilà, finalement, quand on rentre dans son parcours personnel, on comprend comment il va se destiner à cette carrière-là. Donc effectivement, on sait qu'Émile Guillaumin est né en 1873 à Igrande, à Neuverdière. Ce n'est pas la photo du musée que vous avez ici. Il naît dans une ferme beaucoup plus isolée, à l'intérieur des terres d'Igrande. Et effectivement, l'image de l'Émile Guillaumin qui est resté dans sa ferme un peu toute sa vie, c'est assez vrai. Le premier grand chamboulement de sa vie, c'est son service militaire, entre 1894 et 1897. Véritable traumatisme. Et puis le départ à la guerre en Alsace, donc de 1914 à 1917. Néanmoins, Guillaumin sort de chez lui aussi, raconte abondamment son amour, son affection des voyages. Et puis il y a aussi tous ses allers-retours à Paris pour se faire éditer. On en parlera tout à l'heure. Néanmoins, le fait d'avoir grandi dans une ferme très isolée est aussi assez révélateur de sa personnalité, assez solitaire, assez renfermé sur lui-même, parce que finalement, il a grandi au milieu des champs. Il lui faut quasiment 3-4 km tous les matins, dès tout petit, pour aller à l'école, dans les chemins boueux, sous les haies qui font plusieurs mètres de haut. Il le raconte aussi, et effectivement, ça façonne aussi un caractère tout à fait particulier. Effectivement, deuxième particularité, on sait qu'Émile Guillaumin est né dans une famille assez atypique. Je vous ai mis la fameuse photo de famille qu'on a au musée, avec sa mère, son père et son grand-père. Alors c'est pareil, c'est des histoires assez connues, mais finalement qui montrent sa duplicité, Louise Manière qui
est originaire de Bourgogne, qui vient d'une communauté familiale très atypique, puisque ça, pratiquement toute sa famille, alors je rappelle, on est au cœur du 19e siècle, sa famille est lettrée, sa famille sait lire et écrire. Ils se sont formés tous ensemble dans une sorte de communauté familiale dans un village qui s'appelle Châteauneuf, dans la Nièvre, en Saône-et-Loire plutôt. Et ils vivent ensemble, et puis il va y avoir un événement assez particulier qui va se produire. L'un des châtelains du village a besoin de personnel pour aller à Neuverdière, donc à Ygrande, et la mère et les grands-parents d'Émile Guillemin vont partir pour Ygrande et donc vont migrer. Autrement dit, il vient déjà de son côté maternel d'une famille de paysans très originale, justement donc lettrés, pas bourbonnais aussi, donc immigrés entre guillemets, même s'ils ne viennent pas de très loin. Mais à l'époque, c'est déjà un très grand voyage. Donc voilà, avec un horizon de vue assez important. D'ailleurs, c'est pour ça qu'Émile Guillemin va savoir lire très tôt et s'intéresser à la littérature aussi très tôt. Et de son côté paternel, Émile Guillemin va hériter de la pensée bourbonnaise assez, comme on dit, du bon sens paysan. Son père est quelqu'un de beaucoup plus fermé. Il ne va jamais vraiment apprécier la carrière littéraire de son fils. On sait, ça fait partie des anecdotes connues sur Émile Guillemin. Émile Guillemin tombe du fenil dans la fin de son enfance, donc plutôt dans son début d'adolescence, vers à peu près 12 ans. Donc le fenil, vous connaissez, au-dessus de la maison, là où on garde le fond de vin. Et il tombe sur la tête, et le père d'Émile Guillemin va attribuer le caractère un peu taciturne, isolé, solitaire de son fils à cette chute, en disant que il est tombé sur la tête et qu'il est devenu un peu zinzin. Donc effectivement, pareil, on ne comprend pas trop cet enfant assez sensible, qui aime méditer sous son chêne, dans son champ, regardant les animaux à Ygrande. Et puis, cette photo, elle est intéressante aussi parce qu'elle annonce le grand chamboulement de la vie d'Émile Guillemin. En fait, Émile Guillemin n'aurait jamais dû habiter dans cette maison que vous voyez, donc qui est le musée Émile Guillemin, puisque cette maison était destinée au frère du père d'Émile Guillemin. Sauf que ce frère va mourir sans enfant, et donc les parents d'Émile Guillemin vont hériter d'une petite ferme au cœur d'Ygrande. Et ça aussi c'est intéressant parce que finalement il va se rapprocher de ce village très particulier qui est Ygrande en arrivant au cœur de la ville. J'ai mis une petite photo d'Ygrande à l'époque. Ygrande, c'est un territoire aussi qui est très singulier. Et finalement, c'est un territoire qui va permettre d'expliquer pourquoi on a un Émile Guillemin. C'est une terre de gauche, voilà, encore aujourd'hui. C'est une terre engagée de toute époque. Il y a un article d'Émile Guillemin dans lequel il raconte qu'à la Révolution, les Ygrandais avaient eu comme objectif de détruire l'Église parce qu'elle symbolisait la domination de l'Église chrétienne sur le peuple ygrandais. Donc effectivement, il y a eu comme idée de détruire l'Église d'Ygrande. Donc ça aussi, c'est assez original. Et puis, ça va être une terre de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et aussi cet endroit où on va trouver la Société de lecture, donc, qui est donc une association de lecteurs ygrandais, qui est quelque chose, qui est une structure relativement unique, même en France. Hein. Donc, existe encore, vous avez donc à Ygrande une association de lecteurs dans laquelle on rentre pareil par cooptation et sur laquelle on peut découvrir des livres, des magazines. Et ça aussi, ça va façonner considérablement Émile Guillemin parce qu'il va avoir accès à plein de romans, à plein de périodiques, et il va pouvoir se façonner une culture générale personnelle. Je passe assez rapidement sur l'œuvre d'Émile Guillemin. Émile Guillemin, dans sa jeunesse, il veut devenir un grand écrivain.
il veut rentrer à l'Académie française. Il commence par écrire des choses qui sont relativement bourbonnaises. Donc effectivement, les premières œuvres, on les connaît souvent, donc les dialogues bourbonnais, qui ont été publiés à Moulins. Donc c'est des dialogues patoisants sur les scènes de la vie rurale, les tableaux champêtres, espèce de scène poétique qui raconte la vie d'Émile Guillaumin, la vie des paysans au début du XXe siècle, qui sont composés comme un livre, comme une espèce de calendrier des grands faits des moments de l'année paysanne. La brochure en bourbonnais qui raconte le métayage, etc., qui est une espèce de brochure qui a un côté assez politique. Et puis son premier recueil de poésie. Tout ça, c'est très moulinois. Et puis ensuite, le deuxième temps, le temps des romans, avec évidemment La vie d'un simple, et puis donc tous ces romans publiés à Paris, avec les 7 suivants. Les 6 suivants, dont le dernier donc, qui n'est pas publié. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette carrière d'écrivain, elle s'arrête en 1912, puisque derrière les autres œuvres qui vont être publiées, ce sont des œuvres de moralistes et des biographies. Et là aussi, finalement, cette carrière de La vie d'un simple, ça reste un phénomène relativement restreint sur toute la vie d'Émile Guillaumin. Donc, voilà, là aussi, on comprend mieux donc, ce parcours-là à partir de toute cette liste. Et puis, le temps de la formation, le temps des romans, c'est aussi le temps des engagements. Là aussi, finalement, ce temps du journalisme, il naît avec le travail rural, et ça va me permettre de rentrer dans un autre chapitre. Donc, effectivement, pareil, dans ce qui est très connu, Émile Guillaumin reste l'homme qui a créé le syndicalisme agricole avec Michel Bernard à Legrand, ce qui est tout à fait vrai. Avec ce syndicalisme agricole va naître cette brochure qui est Le Travailleur rural. C'est une vingtaine de numéros de cette brochure syndicale qui est tout à fait intéressante et unique aussi, puisque à partir de cette brochure vont apparaître beaucoup de paysans lettrés du Bourbonnais, et aussi va avoir un retentissement relativement international. On sait qu'Émile Guillaumin est en contact avec un monsieur qui s'appelle Consuelov. On a la lettre au musée. Ce docteur Consuelov était député de Bulgarie. Il faut savoir que la Bulgarie, un peu avant la Première Guerre mondiale, a un gouvernement qui est mené par un parti agrarien. Donc le parti agrarien, c'est le parti qui prennent la défense des paysans. Et donc ce parti agrarien, ce député du parti agrarien reçoit le travailleur rural. On ne sait pas comment, mais comment il arrive de Moulins jusqu'à lui, en plus, même pas à Sofia, dans une petite ville de Bulgarie. J'étais en train de dire, oui, donc comment ce document arrive jusqu'à lui et va ensuite avoir une influence sur la politique menée en Bulgarie. Donc c'est ça aussi qui est relativement intéressant. Et c'est le premier Émile Guillaumin journaliste, c'est l'Émile Guillaumin journaliste qui crée son propre journal. Donc c'est ça aussi qui est relativement intéressant. Je vous disais aussi, plateforme de paysans lettrés qu'on va retrouver beaucoup plus tard, notamment avec les paysans par eux-mêmes. Donc, la dernière œuvre d'Émile Guillaumin. Donc, effectivement, je vais rentrer maintenant plus dans l'œuvre de presse en tant que telle. Émile Guillaumin, je vous le disais, a écrit près de 1500 articles. Ça aussi, c'est relativement impressionnant. Parce qu'on pourrait se dire, oui, après tout, Émile Guillaumin a écrit quelques articles, il a écrit dans des journaux locaux, il peut avoir écrit dans des journaux moulinois, c'est ce qu'il fait effectivement au début de sa carrière. Mais finalement, cette carrière va se développer, se professionnaliser. On a des centaines d'articles. Je vous ai résumé les principales collaborations. Alors effectivement, la plupart des titres aujourd'hui sont des titres qu'on a un peu oubliés. Il y a 3 époques chez Émile Guillaumin. La première époque, c'est avant la Première Guerre mondiale.
les premiers journaux, ce sont effectivement essentiellement des journaux bourbonnais. C'est les journaux moulinois. C'est pas étonnant si le premier journal dans lequel il publie, c'est le Courrier de l'Allier, c'est le journal de Marcellin Crépin-Leblond. Marcellin Crépin-Leblond, c'est l'éditeur de ses premiers livres, et c'est celui qui va le former littérairement. On retrouve des journaux de gauche, essentiellement, comme l'Indépendant du Centre. Il y a 5-6 articles dans l'Humanité, donc voilà, même l'Humanité en 1908. Et puis donc quelques articles dans des journaux économiques et politiques de gauche. Le deuxième Émile Guillaumin, c'est celui d'après la Première Guerre mondiale. Effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, l'Émile Guillaumin qui revient de la Première Guerre mondiale, c'est un Émile Guillaumin qui est assez désabusé sur sa carrière littéraire. Il a du mal à placer dans les années 10 ses romans. C'est très compliqué. Il a besoin de se rendre fréquemment à Paris, d'utiliser tous ses contacts. Savoir qu'évidemment, Émile Guillaumin n'habite pas à Paris, bien entendu. Donc, il ne connaît pas l'intelligentsia littéraire parisienne ou de très loin. Il la connaît par un certain nombre de ses amis, dont Charles Philippe, et d'autres personnages, mais qui sont des personnages de gauche assez particuliers, assez marginaux. Notamment, alors, il y a un personnage qui est très important dans sa carrière, qui s'appelle Eugène Fournière, qui est un journaliste de gauche, qui était député aussi pendant quelques années. Ces gens-là vont l'aider à publier, mais c'est très compliqué, c'est très difficile. Donc il va arrêter le roman. Et puis aussi parce qu'il a la prise de conscience qu'il a des choses à dire, que politiquement il a un angle, comment dire aujourd'hui, qu'il a des idées à défendre. Et puis la Première Guerre mondiale est un tel choc que, effectivement, il a besoin de s'exprimer. Et puis, le journalisme, c'est aussi une façon de gagner de l'argent, évidemment, pour un écrivain. Bien entendu que toutes ces collaborations, elles ne sont pas gratuites. Donc, c'est aussi une façon pour Émile Guillaumin de gagner sa vie avec sa plume. Il garde son exploitation agricole, mais voilà. Je vous avais ici la plupart de ces collaborations des années 20-30. C'est les années fastes de l'œuvre d'Émile Guillaumin, journaliste. L'Information, qui est un journal d'information économique. Alors, pareil, hein, je détaille plus après dans mon livre toute l'histoire de ces collaborations-là et comment il est amené à aller dans tous ces journaux-là. Il y rentre souvent par des amis, par des connaissances qui lui permettent de publier. Puis ensuite, finalement, c'est un réseau aussi, hein, comme ces chroniques font vendre, il est aussi appelé après par d'autres journaux pour pouvoir publier encore plus. Vous avez Air Nouvelle, qui est un journal radical socialiste. Vous avez le journal de gauche, le Progrès civique, où il publie pendant 5 ans. Vous avez le quotidien de la CGT, Le Peuple, donc, qui est aussi l'autre grande collaboration, pendant 17 ans. L'hebdomadaire Floréal, les dernières nouvelles de Strasbourg, pendant 16 ans. Le quotidien, pendant 18 ans, pendant 8 ans, qui est le journal le plus important, je vais y revenir, et le Petit Niçois pendant 1 an. Le quotidien, c'est le journal le plus important. Alors, comme son nom l'indique, c'est un quotidien. C'était un journal qui promouvait l'union des gauches à l'époque, de 1923, des années 20. Donc, c'est l'époque de ce qu'on appelait le cartel des gauches, en 1924. C'est un journal dans lequel Émile Guillaumin va rester longtemps. Il y publie pratiquement 1000 de ses 1500 articles, donc évidemment c'est une œuvre considérable. C'est des petites chroniques, donc c'est des textes qui sont relativement intéressants et agréables à lire aussi. C'est le moment le plus important de cette carrière. Ensuite, on va retrouver les journaux de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, Émancipation paysanne, d'Henri Pitot, République, donc, journal radical socialiste. On a un retour au progrès de l'Allier, donc la Tribune républicaine de Saint-Étienne, puis l'Espoir de Saint-Étienne, et puis l'Effort. Je m'arrête 30 secondes sur ce journal parce que justement il est aussi intéressant. Alors effectivement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Émile Guillaumin publie dans un journal qui est plus ou moins collaborationniste. Néanmoins, quand j'en ai parlé à Jean Guillaumin, il me disait oui, de toute façon, on n'avait pas vraiment le choix d'autres plateformes à l'époque. Donc, il écrit dans ce quotidien socialiste
qui était basé à Clermont-Ferrand. Néanmoins, dans cet effort, il est plusieurs fois censuré parce qu'il écrit des choses, notamment sur l'armée, qui ne plaisent pas au régime de Vichy. Donc là aussi, voilà, il n'a pas de peine et de honte à exprimer son désaccord. Et puis donc l'Espoir, 1944, 1945, etc., et d'autres journaux. Et puis après la Deuxième Guerre mondiale, on ne retrouve qu'une vraie collaboration, c'est celle du journal du Centre, donc de 47, donc le journal de Nevers, de 47 à 51 pendant 4 ans, dans laquelle il publie une grande série de chroniques qui sont plus philosophiques aussi et qui sont relativement intéressantes. Je vous ai remis aussi les dernières œuvres parce que finalement elles sont assez intéressantes aussi. On retrouve l'Émile Guillaumin, Sage paysan, avec 2 œuvres qui sont relativement intéressantes. Les notes paysannes et villageoises en 1925 et À tout vent sur la Glèbe en 1931. C'est un recueil d'articles de presse. Donc finalement, dès le milieu de cette carrière journalistique, Émile Guillaumin a l'impression de donner à penser, en tous les cas, de créer une œuvre qui donne du sens, qui fait sens. Puisqu'il ressent le besoin d'en compiler un certain nombre d'extraits. Il les classe par thématiques qui sont d'éducation, de morale, de politique, et donc elles sont publiées dans 2 éditions relativement prestigieuses, la Bibliothèque d'éducation, c'était l'édition d'Albert Thomas, le président du Bureau international du travail, et chez Valois, donc l'édition de Georges Valois, donc un grand écrivain. Et puis ensuite, on connaît l'Émile Guillaumin, sage et biographe. Là aussi, cet abandon du roman, ce goût de la biographie, il est aussi né de cet Émile Guillaumin journaliste. Dans une deuxième partie, je vais parler plus finalement du contenu de ces articles, maintenant qu'on a présenté un peu le panorama de cet Émile Guillaumin journaliste. Ce qui est effectivement intéressant, c'est ce que je vous disais, c'est qu'Émile Guillaumin, il écrit parce qu'il a besoin de gagner de l'argent, effectivement, il a besoin de gagner sa vie. Il sait qu'il ne va plus la gagner en tant que romancier. Néanmoins, il y a aussi quand même l'importance de délivrer un message. Ce qui est assez intéressant aussi quand on lit ces articles, c'est que finalement, à 95%, il ne parle pas d'actualité, il ne commente pas l'actualité immédiate. D'ailleurs, souvent, on me demandait, quand j'étudiais assez précisément tous ces articles, qu'est-ce qu'il dit du Front populaire, qu'est-ce qu'il dit etc. En fait, finalement, cette actualité politique, elle revient peu, et c'est ça aussi qui en fait quelque chose qui est relativement intemporel, parce qu'il n'est pas, justement, comme on aurait tendance comme on le voit aussi beaucoup aujourd'hui, on n'est pas dans l'immédiateté, on est plutôt dans une espèce de réflexion sur le long terme des idées. Les thématiques principales qu'on va y retrouver, c'est la famille, le travail, l'armée, beaucoup, évidemment, c'est une thématique qui est importante au XXe siècle. L'alimentation, l'éducation. On a quand même essentiellement, d'ailleurs vous l'avez vu, des journaux qui sont politiques, agricoles. Donc l'agriculture et la politique sont des choses qui sont des thématiques qui reviennent le plus souvent. On a effectivement des articles qui s'intéressent beaucoup au quotidien des gens. Ils cherchent à parler directement aux lecteurs. Ce qui est assez intéressant aussi, assez amusant, souvent il utilise les grands écrivains pour les faire rentrer dans le quotidien de leurs lecteurs. Par exemple, vous avez un article qui parle de la hausse des prix, et il utilise Charles Péguy en racontant comment Charles Péguy se plaignait un jour du prix des haricots verts, etc. Voilà. Assez étrange. Vous avez un article dans lequel on parle du mérite agricole, et on reprend un passage de Madame Bovary donc pour illustrer les fausses médailles qui n'intéressent pas spécialement les gens, en tous les cas, une espèce de fausse récompense. Voilà, donc effectivement, on cherche à s'intéresser aux lecteurs, mais en même temps, en les élevant dans une dimension un peu plus intéressante et plus importante, notamment à travers la littérature. Justement, le journal, c'est une plateforme qui est très intéressante et qui est très moderne à l'époque. Le journal, il se développe beaucoup au début
il se développe essentiellement au XIXe siècle, le grand siècle de la presse. Et il se développe encore plus à l'époque d'Émile Guillaumin, pour la bonne raison que les transports et les facilités d'imprimerie aussi font qu'il rentre dans tous les foyers. Et effectivement, ce que je dis souvent, si Émile Guillaumin vivait en 2022, il serait sur les réseaux sociaux, il serait sur Twitter, il aurait un blog dans lequel il publierait des articles constamment, parce que justement, il a besoin de s'adresser aux gens. Et le journal, c'est une plateforme qui est aussi très intéressante pour ça, parce qu'on rentre directement dans le quotidien des Français. Le travailleur rural était pour lui un échec parce que finalement, il n'avait pas atteint la cible destinée. Il devait s'adresser à ses pairs dans l'Allier, et finalement, ce sont des grands intellectuels, parfois du monde entier, hein, beaucoup de ces grandes correspondances de l'époque naissent du travailleur rural, qui ont lu le travailleur rural. Tous ces journaux, le Journal du Centre, les dernières nouvelles de Strasbourg, etc., c'est des journaux que lisent les Français, des Français du peuple. Effectivement, c'est aussi une façon de rentrer dans toutes les maisons. Ensuite, dans ces articles, on voit se dégager deux grandes idées que je vais présenter très succinctement. La première, c'est celle de l'élévation. L'idée, c'est de chercher à élever la classe paysanne qui est déconsidérée pour en faire l'égal des autres. Ça aussi, c'est le message qu'on connaît bien d'Émile Guillaumin. Effectivement, Émile Guillaumin, on le sait, est celui qui cherche à promouvoir l'importance de la classe paysanne. Le XIXe siècle a mis en lumière la classe ouvrière. Lui souhaite en faire une classe aussi organisée et digne de ce nom, tout en restant à la terre. Et pour ça, il faut avoir comme idée que... Pour ça, il ne veut pas justement transformer la classe paysanne pour en faire une classe d'autre chose, et notamment de fonctionnaires, comme c'est le projet à l'époque, mais justement de garder tous ces gens à la terre. L'élévation, c'est l'idée que tous ces paysans vont devenir de grands sages comme lui, et dans toute son œuvre, on retrouve toutes ces figures de grands sages. Il va mettre notamment en lumière un certain Henri Nord, dont il va publier les mémoires. Voilà. C'est des apôtres paysans qu'il veut mettre en vedette. Et puis l'autre idée, c'est celle de l'idéalisme agissant. C'est l'idée qu'on ne change rien par la révolution, mais au contraire en instillant des petites actions et en provoquant une prise de conscience progressive dans l'idée des collectifs. Effectivement, il se rend compte, bien entendu, et puis l'histoire lui montre, que les révolutions ne mènent pas à grand-chose, mais que en essayant, en se focalisant un peu chaque jour sur l'idéal qu'on cherche à obtenir, on va pouvoir arriver à quelque chose. Ça, malheureusement, c'est aussi le grand drame de sa vie, parce qu'on sait que le syndicalisme a été pour lui aussi un échec, parce que les gens attendaient des révolutions, attendaient des changements soudains et drastiques, et que malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, effectivement, ces deux idées sont directrices dans les articles de presse pour Émile Guillaumin. Et puis la deuxième idée, en même temps, c'est aussi le corollaire de tout ça, c'est l'éducation, parce que rien ne peut arriver sans une éducation de masse. Évidemment, là aussi, Émile Guillaumin est un personnage très particulier et arrive à un moment singulier de l'histoire. Finalement, Émile Guillaumin, c'est l'enfant de l'école de Jules Ferry. Les lois de Jules Ferry, elles arrivent quand Émile Guillaumin est un jeune homme. Donc il arrive aussi dans ce moment de l'histoire de France où les gens, où le peuple français commence à s'éduquer, à devenir plus lettré, à apprendre à lire et à devenir aussi des acteurs politiques. C'est un enfant de la Troisième République, Émile Guillaumin, il est né avec la République. Donc effectivement, l'éducation va être aussi un mouvement fondamental de toute sa pensée. Il met en lumière un certain nombre de personnages d'éducateurs, notamment, je vous ai mis en photo Albert Thierry. Albert Thierry, c'est quelqu'un d'assez fondamental pour lui. C'est son modèle d'instituteur. Il promeut une école vivante,
Il promeut une école dans laquelle l'enfant est acteur de son savoir. C'est relativement moderne, mais à l'époque, on est encore sur une vision de l'éducation qui est très pyramidale. Et ici, voilà, on est sur l'idée d'une école dans laquelle, je vous disais, l'enfant est acteur aussi de son savoir. Albert Thierry, c'est un personnage qui est intéressant aussi. Il meurt en 1900, il meurt à la Première Guerre mondiale, très jeune. Donc, lui aussi est un apôtre fauché dans son enfance, enfin dans son jeune âge, pardon. Voilà. Donc, comme il y en a aussi beaucoup autour d'Émile Guillaume. Il nous fait connaître aussi d'autres éducateurs, comme un certain M.T. Lorrain, qui promeut une école de la vie avec des classes promenades. Il parle de Célestin Freinet, il parle de Maria Montessori, des gens plus connus aujourd'hui, plus récents, mais on est aussi dans cette vision éducative. On est aussi sur l'éducation pratique, l'éducation des filles aussi. Il est un des premiers à dire qu'il faut que les femmes soient éduquées pour faire même leur métier de femme au foyer, parce qu'elles ont besoin d'être aussi des actrices du foyer et de la promotion sociale. Et puis l'éducation pratique, l'éducation professionnelle, notamment, je vous ai mis en photo le château de Sibens. Alors c'est un lycée, c'est toujours un lycée agricole qui a été fondé par Édouard Herriot, à côté de Lyon. Il nous parle beaucoup des réalisations de ce château de Sibens, qui est pour lui un grand espoir, justement, d'avoir une vraie école paysanne. Parce que pour lui, le pire de tout, c'est d'avoir l'impression que finalement, paysan, c'est quelque chose qu'on fait par défaut, qu'on fait sans avoir besoin d'aucun enseignement, ou juste avec l'observation de sa propre famille. Au contraire, pour lui, finalement, tout le monde devrait pouvoir prétendre devenir un jour un paysan, pas seulement les enfants des paysans, et pas seulement parce qu'on n'a pas la capacité de faire autre chose. Et au contraire, voilà, il va promouvoir justement l'idée des agronomes, l'idée du progrès agricole, et l'idée que voilà, on a des choses à apprendre pour cultiver la terre. Et ça aussi, c'est relativement révolutionnaire parce qu'à l'époque, on se mêle encore, on pense encore que justement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de former professionnellement des gens. Il promeut aussi beaucoup ce qui vont être aujourd'hui l'équivalent des maisons de la culture. Il nous parle notamment d'un foyer des campagnes, donc, qui était une espèce d'association qui a été fondée dans un village qui s'appelle Resson-sur-Matz, en Picardie. Dans laquelle il y avait des ateliers pour former les gens, pour les aider à se cultiver. Il nous parle de bibliothèques itinérantes, de cours itinérants dans les villages pour apprendre un certain nombre de choses. On sait aussi que c'est un grand promoteur des bibliothèques, notamment dans le travailleur rural. Il explique que la bibliothèque doit être un acteur majeur du syndicalisme. Il faut fonder des bibliothèques un peu partout. On sait que son ami Jules Rougeron, dans la ruche de Pruné à Domérat, l'une des premières réalisations, c'était une bibliothèque pour pouvoir avoir accès à des livres. Et puis, dans le travail rural, il y a un certain nombre d'articles dans lesquels il explique aussi la création de la bibliothèque du syndicat, avec notamment tous les dons de livres qui sont faits à droite à gauche, en particulier par lui. Il va offrir ses propres livres, effectivement. Donc oui. Et puis, aussi corollaire de toutes ces bibliothèques, l'importance de guider le lecteur, de guider le paysan dans le choix de sa lecture, parce que, il dit, c'est pas parce qu'on rentre dans une bibliothèque qu'on sait forcément quel livre choisir. Il y a aussi l'idée que il faut apprendre, il faut guider toutes ces personnes vers la lecture, vers les grands écrivains, vers la littérature. Et j'en viens à mon dernier point. Aussi, évidemment, Émile Guillaumin, c'est un homme de littérature, mais pas de n'importe quelle littérature. C'est un personnage, comme je vous disais, qui est tout à fait à part, qui est tout à fait hors norme dans le champ littéraire. C'est l'écrivain paysan, bien entendu. C'est un écrivain hors du cercle, entre guillemets. C'est un écrivain qui ne rentre pas beaucoup dans le moule. Alors c'est pareil, on connaît les anecdotes d'Émile Guillaumin montant à Paris avec son costume un peu, pas vraiment au goût du jour.
ou Daniel Lévy venant rendre visite à Émile Guillemin et le retrouvant en sabot et en bleu, etc. Bon, c'est des parties des grandes anecdotes connues. Et puis aussi, figure de proue d'un mouvement, finalement, celui des écrivains populaires. La presse permet à Émile Guillemin de faire connaître tous ces écrivains qui sont comme lui, issus du peuple, autodidactes, qui se sont formés par eux-mêmes. Je vous en ai mis quelques images des plus connus. Alors évidemment, il y a sa comparse Marguerite Audoux du Cher, de Bourges, qui a écrit Marie-Claire, donc elle raconte son enfance de gardienne de ferme, de moutons. Arsène Vermenouze, l'auteur d'Aurillac, qui est aussi un grand poète d'Aurillac. Et puis l'autre personnage qui est un peu une espèce de pendant d'Émile Guillemin, qui est Phileas Lebègue. Phileas Lebègue, c'est un écrivain qui vient de... C'est un écrivain qui est originaire de Picardie, j'ai perdu ce que j'étais en train de dire, mais qui est originaire de Picardie, qui est autodidacte aussi, comme Émile Guillemin, qui s'est formé tout seul. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lui, par contre, est devenu une espèce de notabilité, il est devenu un professeur d'université, et aussi, ce qui est tout à fait étonnant, il est devenu un linguiste, il parlait à la fin de sa vie presque 15 ou 16 langues, et en particulier, il était la personne la plus qualifiée de France dans toutes les langues des Balkans, notamment un expert du serbo-croate, bulgare et compagnie. Donc voilà, on découvre tous ces personnages aussi à l'époque d'Émile Guillemin qui sont relativement atypiques. Finalement, l'idée, c'est qu'il existe dans la littérature tout un champ oublié qui est celui du peuple. Au XIXe siècle, l'œuvre cardinale du XIXe siècle, c'est la comédie humaine de Balzac. L'idée de la comédie humaine, c'est de présenter un siècle sous toutes ses facettes. Sauf que finalement, il y a une facette qui a été un peu négligée, c'est celle des paysans. Il y a une œuvre paysanne chez Balzac, mais qui n'est pas très bien vue. Au contraire, voilà, on a une observation qui est assez intéressante et assez critique des scènes de la vie de la ville, puisque c'est l'espace montant du siècle, du XIXe siècle. Et finalement, cette campagne, elle se retrouve un peu en point aveugle de tout ce nouveau monde qui se dessine. Et l'idée d'Émile Guillemin, c'est que la campagne, elle existe, il y a des gens qui y vivent, il faut aussi qu'ils y restent. Émile Guillemin, j'ai oublié de le dire, mais ce qui est assez intéressant aussi dans toute son œuvre de roman, dans toute son œuvre romanesque, c'est qu'elle est au carrefour d'un grand nombre de changements de la paysanne, du monde rural au XXe siècle, en particulier l'exode rural après la Première Guerre mondiale. Donc effectivement, la promotion de toute cette œuvre populaire, elle est relativement importante, en particulier en France. Finalement, des gens de la trempe d'Émile Guillemin dans d'autres pays sont parfois considérés comme de grands auteurs. La Suède a Knut Hamsun, c'est un personnage qui ressemble à Émile Guillemin, qui est considéré comme un des plus grands écrivains de Suède. Dans les prix Nobel, c'est la saison des prix Nobel, vous avez un certain nombre d'écrivains populaires, d'expressions populaires. En France, il n'y en a pas, parce que justement, l'écrivain, en tous les cas, la figure de l'écrivain en France n'est pas perçue de la même façon que dans les autres pays. Et en France, un écrivain, un grand écrivain, c'est Victor Hugo, c'est un homme de bureau, c'est un homme qui a de la bourgeoisie, qui a une certaine éducation, et pas un monsieur un peu hirsute qui vit dans un domaine dans les fins fonds de la Picardie. Donc effectivement, on a aussi cette figure-là. Ce qui est assez intéressant aussi dans cette promotion de la littérature qui se fait à l'intérieur de ces articles de presse, et c'est un peu, voilà, là où je voulais en venir, c'est cette dernière œuvre aussi d'Émile Guillemin, Les paysans par eux-mêmes. Alors, ces paysans par eux-mêmes, c'est une œuvre qui est relativement intéressante.
C'est publié après la mort d'Émile Guillaumin en 1953, mais Émile Guillaumin l'a composé de son vivant. Hein. C'était son grand projet, son testament. C'est le recueil des lettres qu'il a échangées avec 10 paysans d'exception, enfin 9 plus 1, puisque vous avez à l'intérieur une paysanne qui en fait est quelqu'un qu'il n'a pas connu, mais dont il a récupéré le témoignage et publié. Tous les autres, ce sont ses amis, alors des gens plus ou moins connus. Vous avez Jules Rougeron, le fondateur de la ruche de Prunay, hein, du syndicat viticole de Prunay à Domérat, qui est sans doute le plus connu. Vous avez Henri Nord, qui donc était un paysan de la Creuse, dont Émile Guillaumin a publié les mémoires, qui est ensuite parti s'installer en Dordogne. Vous avez des gens, donc vous avez Marie Valette, qui était une femme qui avait fondé sa propre coopérative à Langy, donc à côté de Varennes-sur-Allier. Vous avez des gens qui viennent de plus loin, vous avez Adrien Croix qui vient du Loir-et-Cher, etc. Vous avez une autre paysanne qui s'appelle Jeanne Combat-Bessouze, qui était une paysanne du Sud-Ouest, qui est une femme qui était une enfant d'instituteur, qui a épousé un paysan et qui est devenue une paysanne, et qui écrivait, Émile Guillaumin, combien elle s'épanouissait en tant que paysanne. Voilà. Tous ces gens, en fait, ont été recueillis par Émile Guillaumin, qui finalement s'est effacé aussi à la fin de sa vie, et cette posture de journaliste, c'est aussi une posture d'effacement. Finalement, Émile Guillaumin a voulu mettre en lumière les paysans de son temps, plutôt que lui, et donc il s'est progressivement retiré de sa propre œuvre pour laisser la place aux autres. Devenir journaliste, c'est aussi pour lui, effectivement, exister comme sociologue des campagnes, on le considère souvent comme ça aujourd'hui, mais c'est aussi s'effacer devant les autres, devant ceux qui font des grandes œuvres, devant ceux qui promeuvent l'œuvre utile, comme il dit, devant les grands apôtres paysans. Donc c'est aussi ça son idée, son projet, et c'est aussi à ça que servent tous ces 1500 articles de presse. Donc effectivement, ce qui est assez intéressant justement dans cette œuvre, c'est qu'elle symbolise tous ces trois pans de l'œuvre d'Émile Guillaumin, celle du romancier, de l'auteur de volumes, du biographe, celui qui aime prendre la plume, celle du journaliste, celui qui observe la campagne de son temps, celui qui observe son siècle. Je vous ai dit, vous avez vu ces 50 ans d'œuvre. Et puis celle de l'épistolier, celui qui est aussi en correspondance avec tous les paysans de son temps, celui qui est en correspondance avec des centaines de personnes à travers le monde, et qui les met en lumière, parce que finalement il se dit que lui est une partie, lui est un visage de cette paysannerie, il est un regard de cette paysannerie, mais il n'a pas le monopole de tous les regards paysans qu'il y a dans les autres terroirs aussi, dans les autres villages, dans les autres endroits. Et c'est aussi une façon d'avoir donc cette grande plateforme paysanne, voilà, et de mettre en force, de montrer comme une classe active, lettrée, utile, cette paysannerie française. Donc, effectivement, je voulais terminer avec cette citation que j'aime aussi beaucoup, qui est intéressante parce qu'elle date de 1910. Autrement dit, on est pendant l'Émile Guillaumin romancier, on est 6 ans après La vie d'un simple. Alors il a 30, si je compte comme il faut, il a 37 ans, donc il est déjà un homme fait, mais il est encore jeune dans sa carrière d'écrivain. Sa citation d'Henri Burieux d'Arcil, c'est « Et ne sent-on pas, dans tous les autres romans de l'écrivain Y. Grandet, la préoccupation des grands problèmes de notre époque, éducation et instruction, relèvement de la mentalité paysanne, exode des ruraux vers la ville, militarisme, etc. Aussi devrait-il arriver un moment où s'allierait au romancier le propagandiste d'idées, où de la même plume qui dépeint la réalité artistique, Guillaumin écrirait des études économiques, des articles de journal, des appels à ses frères de la terre. » Et effectivement, cette citation, je la trouve
très bien vu parce qu'on est relativement tôt dans la vie d'Émile Guillaumin. Et pourtant, oui, c'est l'Émile Guillaumin, romancier, qui se fait le romancier des soucis de notre époque, finalement. L'éducation et l'instruction, c'est Maria Voreille. L'exode des ruraux, c'est Baptiste et sa femme. Le militarisme, c'est Albert Manceau, etc. etc. Donc on retrouve voilà, le relèvement de la mentalité paysanne, c'est un peu Rose et sa parisienne. Et aussi voilà, l'idée que du romancier va naître cet homme d'idées très intéressant qui va chercher en tous les cas à relever sa classe paysanne tout en y restant fidèle. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup pour ce portrait complété d'Émile Guillaumin, une nouvelle facette en fait du personnage que vous avez décrit donc aujourd'hui, ce nouveau volet journalistique de l'écrivain. Avez-vous des questions? Oui. Une question au sujet de la famille d'Émile Guillaumin. Est-ce que vous savez ce qu'est devenue Marie-Hélène, la fille de Jean? Oui, enfin, je ne vais pas raconter sa vie, mais oui, enfin, je suis en contact avec elle, donc mais je ne peux pas vous en dire plus. Vous savez plus? Sa petite fille. Oui, elle habite à Moulins, ils habitent, donc sa fille, alors il y a aujourd'hui 2 héritiers, donc la petite fille d'Émile Guillaumin, Marie-Hélène Guillaumin, effectivement. On va remonter un peu dans l'arbre généalogique. Émile Guillaumin a 2 enfants. Suzanne, qui a été présentée il n'y a pas longtemps, et puis donc Jean-Émile Guillaumin, qui est décédé en 2015, si je ne dis pas de bêtises, et qui donc a eu une fille qui habite à Moulins, et qui a elle-même un fils qui habite à Moulins, donc voilà. Après, bon, c'est la vie privée. J'avais eu comme élève, c'est pour ça que je pose la question. Mais ils sont à Moulins. D'autres questions? Oui. J'avais évoqué un roman que j'avais été inventé. Oui. Pourquoi? Et est-ce que le manuscrit existe? Est-ce qu'il est... Alors, oui. Donc effectivement, je n'ai pas été exhaustif, mais donc Émile Guillaumin a écrit 6 romans, enfin publié 6 romans, donc je peux les remettre. Voilà, La vie d'un simple, et puis donc les suivants. Ce qui est intéressant et ce qu'on remarque, c'est que juste à la simple liste que vous avez ici, vous remarquez quand même que chaque roman est édité chez un nouvel éditeur. Pour la bonne raison que, en fait, La vie d'un simple est un grand succès, La vie d'un simple se vend très bien. La vie d'un simple lui a permis d'acheter sa vraie maison, hein, celle qui est la maison Guillaumin à Rigrande. Les suivants ne vont pas très bien marcher. Près du sol va marcher un petit peu parce qu'il surfe encore sur le succès de La vie d'un simple. Il est mis en vedette par l'Académie française, mais finalement les suivants, Albert Manceau est un grand échec. C'est un roman qui tient à cœur à Émile Guillaumin. C'est le roman de son service militaire, mais c'est un roman qui est particulier, qui est sombre et qui n'est pas vraiment au goût du jour. En 1906, on n'est pas très longtemps avant la Première Guerre mondiale. Et écrire un roman dans lequel on écrit que l'armée c'est horrible, que les militaires sont tous des parvenus imbéciles qui broient les autres, c'est pas vraiment au goût du jour. Ensuite, finalement, alors les 2 suivants, même le syndicat de Bogigny, sont des œuvres qui aujourd'hui sont considérées comme des œuvres importantes et intéressantes. Sur le Rose et sa parisienne, c'est La vie au village, hein, c'est une espèce de chronique d'Igrande qui est très drôle. Baptiste et sa femme, c'est le roman de l'exode rural, c'est le roman dans lequel il raconte une famille de paysans qui vient s'installer à Montluçon, enfin un couple de paysans qui vient s'installer à Montluçon dans un bistrot et pour lequel cette installation va devenir une déchéance morale. Et Syndicat de Bogigny, c'est le récit de son histoire syndicale. Mais déjà, le Syndicat de Bogigny, Émile Guillaumin n'a pas envie de l'écrire, et on le force plus ou moins à raconter son expérience du travail rural et du syndicat agricole. Donc voilà, il se force à l'écrire. Ensuite, il a l'idée d'écrire un autre roman qui serait quelque chose de très différent,
puisqu'en fait, donc Les Mailles du Réseau, c'est un roman qui raconte l'histoire d'un docteur qui fait le bien autour de lui à la campagne. Donc c'est quelque chose de relativement différent, puisque ici, à chaque fois, les personnages principaux des autres romans, c'est des espèces d'avatars d'Émile Guillaumin. Alors bon, sauf Thiénon dans La vie d'un simple, mais Maria Voreille, c'est quelqu'un c'est un peu sa Madame Bovary, hein, c'est un personnage féminin, mais qui est très sensible, qui ne trouve pas sa place à la Terre et qui lui ressemble. Marcel Salambier, dans Le Syndicat de Bougignou, c'est lui. Albert Manceau, alors pas Albert Manceau, mais dans Albert Manceau, on retrouve des histoires qui sont des choses qui lui sont vraiment arrivées à Aurillac. Baptiste, dans Baptiste et sa femme, c'est aussi un peu lui, le paysan qui est capable de se laisser un peu embobiner pour aller vers quelque chose qu'il n'a pas vraiment voulu. Et à l'inverse, donc Les Mailles du Réseau, c'est le roman d'un médecin, donc on est déjà sur quelque chose de très différent. Donc c'est un roman qu'il écrit un peu avant la Première Guerre mondiale, sauf que effectivement, il va devoir partir à la guerre, évidemment. Donc, ce roman ne va pas pouvoir être achevé. Il explique aussi, Roger Maté, donc le grand biographe d'Émile Guillaumin, explique aussi qu'à l'époque, vous avez un autre roman qui raconte un peu la même chose. Enfin, vous avez plusieurs autres romans qui racontent un peu la même chose. Donc, c'est une idée qui est déjà prise, et du coup, il va abandonner tout ça. Et puis, voilà, après, la guerre éclate, et de toute façon, du coup, ce roman ne va pas voir le jour. Alors, il existe. En 1970, si je ne dis pas de bêtises, Rose et sa Parisienne est reparu par les Cahiers du Bourbonnais avec Les Mailles du Réseau. Donc c'est un roman qui peut se lire, mais qui n'est pas un roman achevé. Alors c'est quand même déjà une œuvre qui est assez longue, mais a priori on en est qu'au tiers de ce qu'il voulait lui faire. Il voulait faire une vraie fresque d'action sociale, et voilà. Et finalement on a juste le début de cette histoire qui est intéressante. Alors, pourquoi Les Mailles du Réseau? Parce que le réseau, c'est le réseau des gens à la campagne, et l'impression qu'on est comme une espèce d'animal pris au piège d'un filet duquel on ne peut pas vraiment se sortir. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Les Mailles du Réseau. Si vous avez d'autres questions. Il y a des rééditions encore actuellement de certains titres. La vie d'un simple, j'imagine. Oui, alors oui, effectivement, c'est compliqué. Donc La vie d'un simple n'a jamais cessé de paraître. Ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs c'est un des grands succès du livre de poche. Il y a des rééditions qui sont constantes. C'est aussi un roman qui a été abondamment retravaillé. Si je place un peu ce qu'on fait au niveau des Amis d'Émile Guillaumin, on a un membre de notre association qui s'appelle Cyril François, qui est professeur à l'université de Lausanne, qui travaille sur Émile Guillaumin aussi, qui travaille sur la littérature populaire en général, qui s'est intéressé aux éditions de La vie d'un simple. Il a terminé une étude comparée des 4 éditions de La vie d'un simple, aussi grâce à l'entremise de la médiathèque de Moulins, qui a participé à la numérisation et au prêt de versions de La vie d'un simple. Donc effectivement, voilà, c'est un roman qui a été abondamment republié. Vous avez une 60aine d'éditions différentes. Hein, donc. En revanche, les autres n'ont jamais... Alors déjà, premièrement, n'ont presque pas été republiés du vivant d'Émile Guillaumin, contrairement à La vie d'un simple, hein, qui a été republié à peu près 20 ou 30 fois du vivant d'Émile Guillaumin. Il y a eu très peu de rééditions des autres, et ensuite il y en a eu, et la plupart d'ailleurs n'ont jamais vraiment été réédités avant les années 2010. On a procédé donc avec les Amis d'Émile Guillaumin à quelques rééditions avec un ancien éditeur qui s'appelle Agvam. Et puis en fait, oui, ça a été rendu assez compliqué par la famille d'Émile Guillaumin, qui était assez réticente aux republications. Aujourd'hui, on a espoir de pouvoir republier d'autres choses parce que Émile Guillaumin est mort depuis 70 ans maintenant. Donc cette année, c'est aussi l'année dernière, donc c'est aussi l'anniversaire de ce décès, ce qui veut dire qu'il est tombé dans le domaine public, et donc c'est une œuvre qui aujourd'hui est potentiellement republiable. Donc, voilà. Donc il y a aussi cette possibilité-là. On essaye de voir avec les éditeurs ce qu'on peut faire. Parce que c'est
c'était intéressant. Les quelques rééditions qui ont eu lieu, à chaque fois, elles ont toujours été couronnées de succès parce qu'il y a une curiosité autour de cette œuvre romanesque qui a été souvent peu lue parce que beaucoup disaient... Albert Manceau a été republié donc en 2010 par là. Ça n'avait jamais été republié depuis donc 1906. Donc voilà, c'était totalement... Personne ne l'avait lu. Parce qu'en plus, tous ces romans, c'était des petits tirages. Il y a une œuvre d'Émile Guillaumin qui a fait l'objet d'un film, Maria Vorel. Oui. Je ne l'ai pas vu. Même au courant Si, oui. En 1980, oui. Et ça c'était tourné en partie à Corgenay sur la commune de Neuvy et à Château-Chevalier, à Ampaux. Oui. Je ne me rappelle plus le réalisateur d'ailleurs. Je sais. Mais ça fait. La vie d'un simple, on sait le nombre d'exemplaires vendus, toute édition confondue, non, c'est peut-être difficile. Hein. Je ne sais pas. Ça va pas dire. Votre association, le rôle peut-être de votre association? Oui, alors, donc effectivement, alors, je suis devenu en 2015 le président de l'association des Amis d'Émile Guillaumin. Donc, c'est une association qui avait été fondée en 2005, si je ne dis pas de bêtises, par Bernard Farinelli, donc auteur local, pour promouvoir la mémoire d'Émile Guillaumin, organiser des actions autour de son œuvre, organiser des rééditions. Donc effectivement, il y a eu donc, toute la série de rééditions à l'époque, donc avec l'accord de Jean-Émile Guillaumin, donc voilà, qu'on avait pu faire à cette époque-là. Donc on participe à cette promotion-là. Alors, à notre échelle modeste, on a parmi le réaménagement du musée Émile Guillaumin qui était vieillissant, on essaye de participer à des republications. On a comme projet de débuter de façon assez proche un bulletin des activités aussi autour d'Émile Guillaumin, parce que finalement il y a beaucoup de choses qui se font et qui se sont faites dans ces dernières années. Je disais notamment voilà, les recherches qui ont eu lieu à Lausanne qui montrent aussi qu'il y a un intérêt hors de nos frontières autour d'Émile Guillaumin. Vous avez eu aussi l'époque dans les années un petit peu plus longtemps de toutes les recherches qui ont été faites au Japon, notamment sur Émile Guillaumin. Donc c'est pareil, je possède tous ces articles qui ont été écrits au Japon, qui n'ont pas été traduits. Je ne parle pas japonais non plus, donc je ne sais pas exactement tout ce qu'il y a dedans. Mais voilà, qu'on aimerait pouvoir aussi rendre aux gens, collecter les informations et puis retransmettre, parce que c'est un message le message d'Émile Guillaumin, il est relativement parlant aussi aujourd'hui, il est toujours actuel, donc effectivement c'est une voix qui a cet intérêt-là. C'est ce qu'on fait avec les Amis d'Émile Guillaumin. Et le musée, ça dépend de votre association? Donc non. Dans le musée, il dépend d'une autre association qui a une émanation de la mairie d'Ygrande qui s'appelle l'API. Alors néanmoins, voilà, vous y intervenez. Voilà, on fait. Je suis au bureau de l'API et le bureau de l'API est aussi à l'association des Amis d'Émile Guillaumin où on travaille de cohorte. Et le prochain ouvrage, en fait, c'est celui d'aujourd'hui. Donc, votre ouvrage, un mot sur votre ouvrage que vous... Oui, alors... sera disponible après cette conférence. Oui, alors effectivement, j'ai ramené quelques exemplaires. Donc, ce que je vous disais, donc j'ai donc réalisé cette thèse de doctorat en 2014. Donc, sur Émile Guillaumin, journaliste, je vous ai dit, hein, en fait, l'idée, c'était d'en faire une édition d'articles de presse. Néanmoins, cette édition-là, alors elle avait un but universitaire et aussi l'idée, et je l'espère qu'on pourra le faire avec les Amis d'Émile Guillaumin, c'est d'avoir une édition finalement plus large des articles d'Émile Guillaumin parce qu'ils sont intéressants, ils sont toujours parlants aujourd'hui et ils sont des vraies pièces de littérature. Finalement, à l'époque, l'œuvre, le récit journalistique n'est pas vu comme quelque chose qui relève de la littérature. Aujourd'hui, oui. Donc, voilà, il y a cet intérêt-là aussi. Et puis, j'avais fait donc, une grande introduction à laquelle j'explique ce que j'ai expliqué très rapidement aujourd'hui. Donc, je l'ai republié sous la forme d'un volume qui est ici, aux éditions de l'Harmattan. Donc,
mon propos si vous voulez en savoir plus. N'hésitez pas à le faire dédicacer, c'est le moment. Voilà, donc je fais un peu sa promotion bien sûr. Il faut savoir que nous éditons également notre bulletin trimestriel qui est mis en place par Anne Palisson, notre secrétaire générale. Et donc ce texte de la conférence pourrait être publié dans un des prochains bulletins de la société. N'hésitez pas à vous abonner. Anne Palisson sera là pour répondre à vos questions aujourd'hui si vous souhaitez nous rejoindre à la société. Merci encore, je pense qu'on peut applaudir de nouveau en pleine Je vais en profiter pour offrir d'autres ouvrages. Alors on reste un petit peu dans le même secteur avec Camille Gagnon, bien connue à la société d'émulation et au-delà, de l'étoile matutine à l'étoile vespérale, et donc ses mémoires tout simplement en 2 volumes de Camille Gagnon. Également, pour mieux connaître la société d'émulation, les 150 ans d'activité culturelle en Bourbonnais. Et enfin, le journal de guerre d'un soldat bourbonnais à Strasbourg, 1870. Voilà, un petit peu de lecture. C'est pour vous. Simplement, je vais vous donner rendez-vous pour d'autres séances qui vont vous être détaillées par Georges Chaltard, le vice-président, qui est notre maître des conférences. Voilà, qui organise le calendrier, c'est pas une mince affaire. Bien. Alors, les prochaines séances de la Société d'émulation, je vais vous en citer 3. La première aura lieu dans 15 jours, c'est-à-dire le 5 novembre, à l'auditorium du musée Anne de Beaujeu. Et c'est Madame Clara Bernard qui prendra la parole pour nous parler de la collection gallo-romaine d'Émile Guillet. Elle intitule sa conférence « La passion méconnue d'un archéologue amateur ». Donc 5 novembre au musée de Beaujeu, dans 15 jours. Et ensuite, la prochaine, 15 jours après, ça va être monsieur... Alors attendez, le 19 novembre, la famille, les descendants de Jacques Chevalier, ses petits-enfants, la famille Gosset. La famille Gosset, Victor et Ventry, vont nous parler en collaboration avec monsieur Pierre qui est Ménard, qui a été d'ailleurs professeur au lycée Banville, mais qui est très âgé. Ils vont nous parler de Jacques Chevalier. À l'occasion, naturellement, nous sommes en 2022, et je ne vais pas faire de bêtises comme il y a 15 jours au musée de Beaujeu. 2022, c'est le 140e anniversaire de sa naissance et le 80e anniversaire de sa mort. Voilà. On va parler de Jacques Chevalier, qui était de Sérilly, qui était un philosophe. Ensuite, l'heure n'est pas la même que d'habitude, exceptionnellement. Alors oui, l'heure est avancée d'une demi-heure. C'est la famille qui me l'a demandé pour des raisons personnelles. Ça sera 14h30 et naturellement, non pas au musée Anne de Beaujeu, mais de l'autre côté de la place, à l'auditorium de la salle des fêtes. Voilà. 90 places, mais n'hésitez pas à venir un petit peu en avance. Et puis, j'en aurai fini pour l'année. La dernière séance aura lieu à l'auditorium du musée de Beaujeu. Et c'est M. Jacques Cordez de Souvigny, qui étudie pas mal, qui a beaucoup étudié l'église de Souvigny, et il va nous parler du chant des anges sur les voûtes de la chapelle vieille de l'église de Souvigny. Voilà. Donc, avant la fin de l'année, 3 séances, et ensuite, alors ça sera le 3 décembre. Avec notre assemblée générale d'ailleurs. Qui sera suivi par notre assemblée générale à 16h30. Alors, je ne veux pas aller plus loin parce que l'année 2023 est pratiquement pleine, mais on peut simplement dire que M. Jean-Yves Vif débutera la séance le 7 janvier en évoquant Alexandre Varenne, fondateur du Journal de la Montagne, à travers ses éditions. Voilà, on reste dans le milieu du journalisme. Exactement. J'ai rien influencé, Voilà.
Tout simplement, également une autre date à retenir, c'est la semaine prochaine. Alors, c'est pas la société d'émulation qui est donc l'association organisatrice, mais il y a Timbre Passion. Timbre Passion, c'est un événement qui va se passer à Moulins Foire Expo, au Parc des Îles. Pendant 3 jours, les passionnés du timbre au niveau national vont donc se déplacer à Moulins. On attend plusieurs milliers de personnes, s'ils trouvent un petit peu de carburant. Et la société d'émulation sera présente au cours de ces 3 jours sur un stand. N'hésitez pas à venir nous voir. Cette manifestation est gratuite, ouverte de 9 ou 10 heures, je crois. 10 heures jusqu'à 18 heures, sauf le dimanche. Ça sera le dimanche à 16 heures. C'est non-stop. N'hésitez pas à venir en parler autour de vous. Je pense que ça sera une manifestation d'ampleur pour Moulins et très intéressante. Il y aura des conférences notamment sur les boules de moulin. Les boules de moulin qui servaient tout simplement à transporter du courrier. Ça n'a pas forcément très bien marché d'ailleurs. Sur la rivière Allier, on est récupéré avec des filets. Il y aura une conférence qui aura lieu le vendredi après-midi. Je ne sais plus l'heure d'ailleurs. 15h, 14h. C'est pas sur la ligne, c'est sur la scène. Sur la scène, oui, sur la scène. Elle sera présentée dans la ligne. Voilà, c'est ça. Voilà, j'en ai terminé donc avec les prochaines dates. Vous voyez que le calendrier est très étoffé à la Société d'émulation. Je remercie de nouveau la médiathèque de nous prêter ses locaux le temps d'une conférence. Également la médiathèque qui travaille régulièrement avec nous pour une indexation de l'ensemble de nos ouvrages. On en a 27 000, peut-être même plus maintenant à la Société d'émulation. Et désormais, cet index, vous pouvez y accéder sur le site internet de la médiathèque. Il n'y a pas que la Société d'émulation, mais si vous allez sur le site de la médiathèque, vous avez accès à l'ensemble des ouvrages qui sont présents ici à la médiathèque, mais aussi à la Société d'émulation et également à d'autres médiathèques, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Voilà. Et l'adresse du site, c'est... je ne la connais pas. Bon. C'est médiathèque.aglo-moulin. Oui, Voilà. voilà. C'est dans le catalogue de la médiathèque. Merci à tous d'être venus. Bonne fin d'après-midi. Une Oui. information sur Émile Guillaumin. Avant Oui. la fin de l'année, nous allons mettre en ligne l'édition de La vie d'un simple, annotée par Émile Guillaumin en vue d'une prochaine édition que nous avons achetée il y a quelques années maintenant, qui est en cours de numérisation. Et on parlait d'Émile Guillaumin élève, nous allons mettre aussi son cahier d'écolier quand il avait une douzaine d'années. On voit tout le travail avec une écriture assez remarquable, qu'il a perdu un peu ensuite d'ailleurs. Voilà, donc ça sera bien en ligne sur le site de la médiathèque avant la fin de l'année, grâce au fait que Émile Guillaumin est tombé dans le domaine public, ce qui rend la mise en ligne de ces documents possible. Merci à tous et à très bientôt.